Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Bienvenue dans la rediffusion de ce premier croque-au-mer que nous avons dégusté ce midi donc avec mes invités, des jeunes actifs. On avait notamment Linda Chikaoui, qui est juriste en droit des affaires, Théo Lenoble, doctorant en droit à l'université de Tours, Thibaut de Martin-Prey, qui est chef de projet chez Accenture France. Et puis on avait également, il est venu un petit peu plus tard, Yvan Wouandji, joueur international de cécifoot et ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Mais Yvan, on le retrouvera en septembre dans un prochain croque-au-mer. Je vous propose de revivre donc en rediffusion ce soir ce menu qui était, ma foi, très riche et très intéressant. Et donc, je rappelle un chiffre. Actuellement, on compte 1,7 million de déficients visuels dans notre pays. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et dans les prochaines années, on sait que ce chiffre va augmenter peut-être 2, peut-être 3 millions de nos concitoyens qui seront touchés par la déficience visuelle. Donc, il est vraiment important de répondre à l'étude Homer. Mais pour vous en convaincre, je vous laisse repartager notre déjeuner et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, Théo, vous m'aviez parlé de votre projet de thèse. Rappelez-moi la thématique. C'est sur l'égalité et l'inclusion en droit du handicap. Et est-ce que vous pensez justement, avant qu'on rentre sur l'étude Homer, comment est-ce que vous ressentez l'inclusion de personnes qui sont déficients visuels dans notre société en 2021? En toute Alors, franchise? en toute franchise, on est Ok. entre nous. Ouais, pour moi, l'inclusion, ça n'existe pas en fait en France, pour moi. De manière générale, d'ailleurs, pas De uniquement manière sur… générale. Ouais. De manière générale, l'inclusion, c'est un mot, mais concrètement, ça n'existe pas en France. Qu'est-ce qui vous semble manquer justement pour qu'on réussisse une inclusion dans notre pays? Bah, tout simplement abandonner l'ancien modèle qui est l'intégration et qu'on dit sous couvert de l'inclusion qu'on continue à faire de l'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, on va euh, faire en sorte que les personnes déficientes visuelles vont s'adapter au système de la société, alors que quand on dit inclusion, c'est la société qui doit s'adapter aux spécificités de l'individu. Je vous voyais réagir, Linda. Est-ce que vous partagez un petit ce que nous dit Théo? Alors, pas totalement, mais dans la majorité de ce qu'il vient de dire, oui. Et Thibaut, pendant que j'y suis? Non, je partage je trouve que la définition est bonne, à savoir qu'on tend à ce qu'on appelle l'inclusion. C'est vraiment le mot à la mode. Quand vous écoutez un peu les politiques ou autres, c'est vraiment les programmes. On parle d'inclusion à toutes les sauces. Et en fait, voilà, l'inclusion, c'est quelque chose de la vraie inclusion, si je puis dire, c'est très profond. Ça nécessite, comme disait Théo, un changement de la société, une pleine accessibilité de la société, à la fois accessibilité physique, accessibilité des biens et des services, du numérique. Et là, la vérité, c'est qu'on n'y est pas du tout, du tout. Donc, la société inclusive, elle est encore loin. Et bon, il ne faut pas baisser les bras, mais voilà, il y a encore beaucoup de travail. Alors justement, parce que si je vous pose cette question, c'est parce que effectivement, on a un certain nombre de thématiques, on y reviendra dans un instant dans le cadre de l'étude Homer. Mais est-ce que vous pensez par rapport à la déficience visuelle que finalement le grand public dont je fais partie, est-ce qu'il a conscience, est-ce que finalement les déficients visuels et les aveugles, ce sont des gens finalement qu'on ne voit pas, enfin, si je peux me permettre cette expression. Je ne sais pas qui veut réagir. Déjà, dans la catégorie, enfin, si vous permettez, je veux bien essayer de répondre. Dans la catégorie déficient visuel, il y a beaucoup de variétés, si je puis dire. Entre malvoyants, non-voyants, c'est pas tout à fait la même chose et pas tout à fait les mêmes besoins. J'ai très souvent fait des ateliers avec des non-voyants et on n'a pas forcément les mêmes attentes. Excusez-moi, j'ai oublié le début de votre question. Non, mais est-ce que justement le grand public finalement n'a pas conscience? Parce qu'on a à peu près, si on regarde les chiffres au niveau national, on a à peu près 1,7 million de personnes qui sont déficients visuels dans notre pays, ce qui est quand même un chiffre assez important. Et donc,
moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, le grand public n'a pas forcément connaissance, en fait. Mais quand je parle grand public, je parle de vous, enfin de l'ensemble des gens qui nous entourent, mais ça va être aussi les pouvoirs publics ou différents acteurs qui interviennent. Déjà, il y a un fait assez important, c'est le logo, me semble-t-il, le logo des personnes en situation de handicap. C'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant. On voit donc les malentendants, les malvoyants, les non-voyants, et peut-être que j'oublie d'autres handicaps, formes de handicap, sont oubliés, si je puis dire. Un logo, c'est très important, c'est visuel. Le grand public fait très attention à cela. Et le fait de ne pas être représenté, ne serait-ce que via un logo, pour commencer, je trouve que ce serait un grand début. Et Thibaut ? Il y a un travail aussi au niveau de l'image que les gens ont des personnes déficientes visuelles. Quand vous disiez 1,7 million de personnes déficientes visuelles, en fait, je pense que les gens n'ont pas conscience que c'est une population aussi importante. Et surtout, on va résumer la déficience visuelle au braille ou au chien guide, qui concerne en fait le braille, ça concerne 20 000 personnes en France, et le chien guide, ça concerne 1 500 personnes en France. Donc, et alors que le gros de ces personnes, par la très très forte majorité, sont des personnes en fait qui sont malvoyantes, avec différents degrés de malvoyance, et des besoins qui n'ont rien à voir avec ceux d'une personne effectivement non-voyante quasiment totale comme moi. Donc il y a déjà ça aussi, il y a déjà le problème des stéréotypes que les gens peuvent avoir autour de la déficience visuelle. Et du coup, dans la conception ou dans la manière dont on va, ce que je vois là, on va rentrer dans une première thématique où dans l'étude Homer, on vous questionne sur vos déplacements en tant que piéton, en termes d'usage des transports en commun ou de manière générale l'accessibilité aux déplacements. Justement, comment vous avez appréhendé en fait les questions qui étaient posées par rapport à ça et justement quelles peuvent être les pistes de réflexion à avoir pour acculturer quelque part à la déficience visuelle finalement tous ceux qui réalisent ces infrastructures ou qui pensent l'aménagement, par exemple. Je vais revenir juste un peu avant. Allez-y, je Théo, suis bien sûr. d'accord avec Linda et Thibaut de ce qu'ils ont dit, mais moi je pense qu'il faut aussi préciser que dans notre société, on est dans un monde visuel, d'images. Et donc, pour ces personnes qui se passent essentiellement dans leur vie quotidienne à la vue, se représenter quelque chose qu'on ne voit pas, c'est assez compliqué. Et c'est ça qu'il faut leur faire comprendre, en fait, que cette vue que nous, on n'a pas forcément, plus ou moins, ça nous empêche de vivre comme les autres, en fait, vu que la société est totalement à l'opposé de comment on fonctionne. C'est ce que m'avait dit Yvan quand on a préparé notre intervention, parce que on devait avoir Yvan, alors j'espère qu'il pourra nous rejoindre tout à l'heure, mais qui est Yvan Ouandji, qui est joueur international de Cécifoot. Alors c'était passionnant, moi j'ai complètement découvert la notion de Cécifoot, et ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques donc de Paris 2024, et il me disait justement qu'en fait il intervenait assez régulièrement auprès du grand public en les mettant en situation pour qu'ils comprennent en fait comment ils se retrouvent finalement ce qu'on peut pas concevoir en étant complètement voyant. Donc et ça permet après de penser effectivement les choses différemment. Donc pour remonter après du coup à la question sur l'accessibilité de l'environnement, tout ça. Donc en fait ça joue sur notre accessibilité, vu que en général, je sais pas qui le fait réellement, mais en général, ce sont des personnes qui voient et se comportent en raisonnant en voyant. Donc, quand ils font l'accessibilité, en fait, c'est des accessibilités visuelles qui se transforment en accessibilité qu'on met pour les déficients visuels, mais qui ne sont pas forcément accessibles. Oui, tout à fait. D'où l'importance de bien acculturer et de bien se mettre en situation par rapport à ces enjeux. Alors, vous avez tous répondu à l'étude Homer. Donc effectivement, il y a ces questions donc liées au déplacement. Et vous voyez concrètement, c'est pour ça que je suis rentré sur cette thématique avec vous. C'est plus on a un nombre important de personnes qui répondent à l'étude Homer, plus on va pouvoir sortir des éléments concrets auprès des décideurs, auprès des politiques, auprès de finalement
de tous ceux qui interviennent, hein, que ce soit aussi les exploitants qui gèrent, par exemple, les réseaux de transport en commun. Et donc, d'où l'importance, quand on répond à l'étude Omer, ce n'est pas une étude pour une étude, c'est bien une étude qui permet et qui permettra de faire changer les choses. Avant de rentrer peut-être, de vous imposer des thématiques, je ne sais pas, par exemple, Linda, vous qui avez répondu donc au questionnaire, est-ce qu'il y a des questions un petit peu comme ça qui vous ont interpellé? Il y a des questions qui étaient un petit peu intrusives. Ouais. Moi, j'y ai répondu parce que j'ai aucun tabou. Je pensais notamment à la sexualité. Oui, alors on a des questions effectivement sur l'intime. Alors avant de vous laisser la parole, je tiens à dire, et c'est ça aussi qui est important, c'est que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Non. On est sur un questionnaire complètement anonyme et on peut répondre. Il y a des choses où on n'a pas forcément envie de répondre, donc on n'y répond pas. Linda, allez-y, pardon. Après, bien au contraire, je trouve que c'est un sujet qui est tellement tabou, la sexualité et le handicap. J'ai trouvé ça intéressant que voilà, ça aborde tous les sujets de la société, des transports, de la vie scolaire, de la vie sociale. Et j'ai trouvé donc cette question, alors ça peut paraître pour certains intrusif, mais c'est un thème qui est très rarement, voire très très peu abordé. Je me souviens d'une rencontre qui est Riyad Salem, qui est champion paralympique, qui m'avait un jour remis un ouvrage justement sur la sexualité et le handicap. Et je ne savais pas, en fait, en lisant le questionnaire, j'ai découvert qu'a priori, il y a des formations spécifiques à la sexualité et au handicap et j'en avais jamais entendu parler. Et c'est effectivement un sujet. Pourquoi est-ce qu'on pose toutes ces questions et encore une fois, on y répond pas. C'est parce qu'effectivement, on sait, comme on se l'est dit tout à l'heure, c'est à peu près le nombre, mais on n'a aucune étude aujourd'hui qui nous permet de comprendre, et vous avez tout à fait défini tout à l'heure en disant, en plus qu'il y a différents, le spectre de la déficience visuelle est complexe et on n'a aucune étude qui nous permet de comprendre comment se passe la vie quotidienne, comment on l'a évoqué là un instant, la sexualité, des choses de ce type-là. Or, on a aussi besoin pour justement que aussi les associations ou autres puissent accompagner, mettre en place peut-être certaines actions de prévention, certains accompagnements spécifiques, d'où l'importance effectivement d'analyser des choses qui ne sont pas encore, qui ne sont pas assez traitées. Thibaut ou Théo, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous a interpellé dans les questionnaires? Je vous laisse, Thibaut, commencer. Non, moi, c'est un petit peu comme ce que disait Linda. Effectivement, il y a des questions qui sont un petit peu intrusives, mais voilà, en même temps, c'est un questionnaire qui est anonyme, donc ça ne me pose aucune difficulté de répondre à toutes les questions, personnellement. Et puis, je trouve intéressant que, justement, on sorte un peu des thématiques habituelles. On va parler du parcours, l'inclusion, de l'emploi. Là, c'est beaucoup plus large au niveau des thématiques. Et je trouve que c'est justement là-dedans qui réside l'intérêt de l'étude. C'est qu'il y a toutes les thématiques sont abordées, quoi. C'est très, très complet. Alors, du coup, ça prend beaucoup de temps. C'est pas une étude qu'on complète en un quart d'heure, hein, c'est clair. Mais je pense que ça vaut le coup d'avoir justement beaucoup, beaucoup de données et que beaucoup de personnes puissent y répondre et que chacun puisse prendre ce temps pour apporter de la crédibilité à l'étude, quoi. Plus on a des réponses et mieux c'est. Donc, moi, j'étais content, effectivement, de pouvoir y répondre aussi. Merci à Thibaut. Théo, vous souhaitiez réagir? Je rejoins un peu les deux, Linda et Thibaut, hein. C'est vrai que le questionnaire est long. Et après, en soi, je trouve c'est assez pertinent, les questions, vu que ça va un peu plus loin que de ce qu'on peut voir habituellement. C'est-à-dire que sur la charge mentale, sur comme la sexualité, tout ça. Et du coup, ça permet de mieux connaître le quotidien d'une personne déficiente visuelle. Oui, tout à fait. Alors, je vois qu'Yvan est en train d'essayer de se connecter. Quand je vous dis qu'on est en direct, on est vraiment en direct. J'espère qu'Yvan va nous entendre. Vous nous entendez, Yvan? Oui, bonjour les amis. Désolé, j'ai un peu de retard. J'étais pris ailleurs. Alors, vous êtes en direct, Yvan. Vous êtes en direct, là, actuellement. Okay. Juste pour vous dire, pendant 5 minutes, je serai silencieux, mais j'écoute. Hein.
Eh ben, pas de souci. Puis après, je vous demanderai de vous présenter ce que c'est et que vous nous présentiez aussi le CC Foot et tout tout ce qu'on a échangé ensemble et qu'on parle ensemble des Jeux Olympiques, qui peut être aussi une très belle vitrine. Et c'est pas anodin hein, qu'on fasse cette étude, Omer, un petit peu en amont de Paris 2024, parce que c'est aussi, c'est peut être aussi un coup de projecteur. Mais on en reparlera dans un instant. Donc, Yvan, on vous laisse vous installer tranquillement. Prenez votre temps et on revient vers vous juste après. En ce qui concerne, par contre, ce qu'on était en train de se dire tous ensemble, effectivement, le questionnaire, on est là pour en parler très librement. Oui, il faut un petit peu de temps. Hein, on sait, c'est-à-dire que c'est effectivement pas quelque chose qu'il faut intégrer comme ça en quelques minutes. Il vous faut 30, 40, voire 50 minutes pour y répondre. Mais qu'est-ce que c'est que 40 ou 50 minutes finalement sur un été par exemple ou sur différents quand on est sur une semaine, si derrière ça permet de faire changer les choses, que ça permet de faire passer des messages et que ça permet justement, en plus on bénéficie d'un contexte très favorable avec l'étude, avec les Jeux Olympiques, on en reparlera avec Yvan juste après, bah, c'est le moment, il faut y aller et donc l'étude Omer est complètement disponible pour vous. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez à la fois répondre au questionnaire en ligne, mais si vous en éprouvez le besoin, vous avez un numéro de téléphone qui est sur le site de l'étude Omer. Vous pouvez contacter. On a une équipe très sympathique qui répond et qui va répondre avec vous en fait pour vous accompagner sur ce questionnaire. Alors, je crois qu'on a une première question puisque Loïc nous a rejoint. On essaiera d'aller sur d'autres thématiques dans un instant. Loïc, puisque vous êtes en direct, hein, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement en ligne. Loïc, allez-y. Alors, on a Sophie qui a une question pour Monsieur de Martin-Pré. Oui. Oui. C'est pour vous. Elle souhaite savoir, au niveau du travail sur l'ordinateur pour la réception des mails, si vous avez un logiciel qui traduit oralement ce qui est écrit, et pour taper les mails, si vous avez des touches en braille. Oui, alors je pense que du coup, les déficients visuels qui nous écoutent ne vont pas apprendre grand-chose, ni Théo, Linda et Yvan, mais effectivement, donc, il existe, selon qu'on est soit malvoyant, soit quasiment non-voyant ou totalement non-voyant, des logiciels, soit pour agrandir les caractères, pour pouvoir utiliser comme ça un ordinateur et donc effectivement envoyer et recevoir des mails, soit pour les personnes qui sont plus fortement malvoyantes, quasiment non-voyantes, écouter, donc un système qui va vocaliser le contenu du PC et même éventuellement aussi ce que j'ai ici, par exemple, une petite plage braille pour lire en braille aussi le contenu des mails ou de n'importe quel document qu'on peut trouver sur Internet ou sur un ordinateur, ce qui permet comme ça de travailler uniquement avec les doigts et avec le retour audio, à la fois pour lire et aussi pour produire du contenu, envoyer des mails. Voilà, pour le coup, j'utilise un clavier ordinaire que je connais par cœur, effectivement, un clavier AZERTY. C'est pas forcément un clavier en braille pour le coup. Donc voilà, c'est un dispositif très très classique pour les personnes déficientes visuelles, hein, rien de très original. Et ça marche plutôt bien. Pour les mails, en tout cas. Enfin, il y a des limites, mais voilà. Est-ce que, alors ça peut, je ne sais pas si Loïc, on a encore une autre question tout de suite, mais ça me renvoie à la question, une question assez essentielle qui est justement dans l'étude Omer. Aujourd'hui, quel est le rapport justement au numérique? Parce que finalement, Internet, il y a quelques années, me semble-t-il, vous allez me dire si je me trompe, était paradoxalement plus accessible qu'aujourd'hui, parce qu'on a des sites un peu plus compliqués avec peut-être beaucoup d'images. Est-ce qu'Internet, par exemple, est accessible ou est-ce que quand on veut commander un billet de train ou des choses de ce type-là, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas qui veut répondre. Je ne saurais pas répondre par rapport à il y a 10 ou 15 ans, au tout début du web, etc. Ce que je sais, c'est que souvent, il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire facilement sur Internet, avec un PC, qu'on arrive mieux à faire avec un téléphone. Et parfois, les applications sont plus pratiques d'utilisation que Internet avec un PC. Après, il y a toujours des problèmes d'inaccessibilité ou de lourdeur de telle ou telle page. Est-ce que c'est pire qu'avant? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il y a beaucoup trop de sites aujourd'hui qui sont pas parfaitement accessibles ou en tout cas qui permettent pas
on va être bloqué à un moment donné, quoi. On va être bloqué sur un formulaire ou au pire, on va être bloqué au moment de payer. Donc ça, c'est rageant parce qu'une fois qu'on a rempli son panier, qu'on n'est pas capable de le valider, c'est pénible. Ça, c'est déjà arrivé à tout le monde. Déficience visuelle, j'en suis sûr. Il y a des problèmes de contraste aussi pour les malvoyants, des problèmes de taille de caractère. Ouais, c'est vrai que la mode du scrolling où tout est sur une seule page, ça n'arrange pas forcément la lecture et la synthèse. Parce que ça fait des pages très très chargées en termes de contenu, quoi. Bon. Est-ce que Théo ou Linda, vous souhaitez réagir par rapport à ça? Je partage. Pardon. Non, vas-y. Non, vas-y, à toi, honneur. Je partage le ressenti de Thibaut, notamment au niveau du paiement. C'est vrai que c'est pas évident. Je suis obligée de photographier ma carte bancaire, de me remettre sur l'application, donc c'est vrai que c'est pas fluide. Et l'achat, par exemple, de vêtements en ligne, c'est compliqué parce que pour zoomer, pour bien voir la couleur, je préfère me rendre en point de vente quand c'est difficile pour moi de distinguer les couleurs ou le modèle. Et Théo? Je rejoins ce qu'ils disent. Hein. C'est vrai que Internet, l'accessibilité, c'est compliqué. Donc moi, je nuance. En fait, je distingue deux choses. C'est l'accessibilité en s'adaptant nous-mêmes à trouver des moyens pour quand même arriver à faire des choses sur Internet, à acheter des choses, à accéder aux réseaux sociaux, tout ça. Et l'accessibilité pure où le site devrait nous faciliter pour naviguer comme pour tout le monde, quoi. Et là-dessus, on a un gros problème de sensibilisation. On parlait tout à l'heure de la sensibilisation, que les gens se rendent compte un peu des situations de vie des personnes déficientes visuelles. En fait, ça va plus loin que ça, c'est vraiment de la formation. Les développeurs et les boîtes qui développent justement ces sites, qui sont souvent des sous-traitants, hein, c'est rarement un truc qu'on fait, il y a des prestataires, etc., connaissent pas bien les règles, voire pas du tout, et ils n'ont pas vu ça à l'école, quoi. Les développeurs, les concepteurs connaissent pas le sujet du tout, quoi. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si à un moment les gens prennent conscience de tous ces enjeux, d'où l'importance effectivement de répondre le maximum de réponses pour montrer derrière, regardez, voilà, on a besoin, et puis après, bien évidemment, et ça va m'amener à Yvan. Je ne sais pas si Yvan, on peut venir vers vous parce que je vais avoir des éléments. On va rentrer sur la thématique de tout ce qui est loisirs et sport. Je ne sais pas si Yvan, vous êtes, on peut positionner, peut-être qu'Yvan est encore, nous rejoint peut-être dans un instant. Alors, peut-être de manière générale, avant de laisser la parole à Yvan, est-ce que vous avez des pratiques sportives, de loisirs? Finalement, comment se passe la vie quotidienne en ce qui vous concerne? Allez, Linda. En pratique sportive, oui. Alors, je fais de la boxe, je fais de la danse en milieu, si je puis dire, ordinaire. Après, j'essaie de prévenir mes professeurs que voilà, je suis déficiente visuelle, donc il y a des choses que je ne peux pas voir. Donc, ils trouvent un autre moyen de me montrer les gestes à effectuer, notamment en touchant ou en prenant mes bras et en montrant les gestes. Une fois que c'est fait, je retiens et puis je les effectue. Et au niveau culturel, j'adore aller au théâtre, au musée, à l'opéra. Alors là, parfois c'est un peu plus compliqué. Soit en termes d'accessibilité, pouvoir, par exemple à l'opéra, voir les sous-titres, c'est pas possible. Souvent c'est en italien, donc à moins d'être bilingue. Ce qui n'est pas mon cas. J'aime beaucoup l'italien, mais je ne suis pas bilingue. Mais après, il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour justement rendre accessible c'est la culture de manière générale. Et elles effectuent plutôt un très beau travail. Ouais, non, c'est chouette. Théo, je vais laisser la parole. Est-ce que Loïc, on a d'autres questions? N'hésitez pas à intervenir, hein, Loïc, à tout moment. Oui. Alors, allez-y, peut-être d'autres questions. On a Pauline qui souhaite savoir ce que peuvent faire les personnes entre guillemets valides pour mieux intégrer les déficients visuels dans notre quotidien, par exemple à la boulangerie ou dans la rue.
Oui, c'est-à-dire, alors des fois, en tant que justement, on sait pas forcément réagir. Je sais plus avec qui c'était, je sais plus si c'était, enfin, quand on a préparé, mais finalement quelqu'un qui voulait aider pour indiquer le chemin et en disant, bah regardez là-bas, mais sauf que bah oui, forcément, bah ça fonctionne pas comme ça. Donc on se rend pas forcément compte. Qu'est-ce que Pauline peut faire concrètement au quotidien et parce qu'elle a bien envie là-dessus. Je ne sais pas qui veut réagir. Un petit conseil pour Pauline. Bon, moi, je lui conseillerais déjà je pense qu'elle le fait déjà, mais en tout cas de manière générale, de ne pas imposer son aide. Parce que peut-être que les personnes déficientes visuelles savent très bien où elles vont et n'ont pas besoin. C'est pas parce qu'on est, on est malvoyant qu'on a tout de suite besoin d'aide. Donc, proposer éventuellement son aide, est-ce que vous avez besoin, voilà. Et puis, si la réponse c'est non, faut pas être vexé, hein. Il se peut qu'on n'ait pas besoin tout le temps, même si la plupart du temps, on a besoin que dans des moments très précis, en fait, hein, de son parcours. Et puis, ensuite, effectivement, après, il ne faut pas trop se formaliser sur les termes du style vous voyez, ce genre de trucs. C'est vraiment des expressions qui sont communes et que même les déficients visuels utilisent. Donc là, il ne faut pas non plus se censurer dans le vocabulaire. C'est sûr que quand on fait des grands gestes, il faut essayer d'éviter évidemment le langage verbal, pas le non-verbal justement avec des gestes, parce que ça forcément, on ne le perçoit pas. Mais pour le reste, il ne faut pas hésiter à parler, à expliquer les choses. Théo, Linda, quelqu'un veut réagir par rapport à la question de Pauline? Je partage exactement ce qu'il vient de dire. C'est déjà demander si la personne souhaite être aidée. Moi-même, j'ai aidé des non-voyants parce que j'ai un peu de visibilité et je demande est-ce que la personne a besoin d'aide. Après, demander si c'est quelqu'un de non-voyant, s'il a besoin, éventuellement, voilà, est-ce que vous voulez que mon bras il faut vraiment demander, c'est la communication, le premier élément. Et moi, voilà, c'est vraiment le socle, c'est la communication. Et oui, je suis d'accord avec lui, il ne faut pas se formaliser sur les termes. Vaut mieux en rire, c'est pas quelque chose. Déjà, apporter son aide, il y a des gens qui ne le font pas. Hein. Je le vois très, très souvent dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas pour des malvoyants ou des non-voyants qui ne prêtent pas attention, malheureusement. On est très souvent dans nos smartphones, dans notre vie, donc on ne fait pas attention à notre entourage. Et peut-être voilà, de juste visualiser ce qu'il y a autour de nous. Et Théo, je ne sais pas si vous souhaitez réagir par rapport à ça. Oui, non, c'est vrai que moi, si je pourrais rajouter, c'est l'aide est très spécifique à chaque personne parce que comme Linda avait dit tout au début, on a chacun notre spécificité visuelle. Donc, c'est la communication, c'est poser les questions. Qu'est-ce que souhaite la personne qui veut être aidée? Ouais, tout à fait. On va rentrer dans les 10 dernières minutes, puisqu'il faut quand même qu'on vous laisse finir de manger. Enfin, vous puissiez, intervenant, vous puissiez manger aussi. Donc sur cette étude, est-ce que Loïc, on a d'autres questions à ce stade? Non, pas encore. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez encore un tout petit peu de temps pour poser vos questions. Ce que je vous propose, est-ce qu'Yvan nous entend ou est-ce qu'Yvan vous est disponible ou pas encore? Ou alors ce sera vraiment pour le mot de la fin hein, dans 10 minutes, Yvan. Je crois qu'il a. Vous voyez, c'est le direct. Hein, mais il aura des choses passionnantes. Yvan reviendra à un prochain Crocomère, je vous le promets. Sur les autres sujets, donc effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve comme thématique dans l'étude Homère? Donc, on traite de la vie sociale, de la vie quotidienne, des déplacements, des loisirs, du sport, de l'information et numérique. Donc, on a évoqué un petit peu avec vous ces différents éléments. Est-ce que vous auriez je sais pas, la question n'est pas facile, mais un conseil ou pour justement parce qu'on a un certain nombre de déficients visuels qui sont connectés, qui sont en direct avec nous. On leur dit, bon, il faut un petit peu de temps quand même pour faire l'étude, mais quel conseil vous leur donneriez pour faire le pas et ceux qui sont encore un peu hésitants par rapport à ça? Comment vous, je sais pas, un petit message peut-être personnel ou quelque chose de ce type-là? Ne me faites pas le blanc. Là, c'est le moment critique. Alors. Non,
Théo. Je pourrais dire que c'est long, mais on peut s'arrêter en fait, à faire des pauses et reprendre. Donc on peut répondre à ce questionnaire en plusieurs fois et reprendre au même endroit et sans avoir peur que on doit recommencer du début. Donc ça enlève une bonne la question de temps en fait, la question de longueur, c'est-à-dire qu'on peut faire sur une semaine, sur 5 jours, en 5 fois tous les soirs pendant 15-20 minutes. Du coup, Et ça, ouais, c'est aussi, plus facile. ouais, ouais. Et après, je pense que ça coûte rien, on va dire. Si on a déjà des préjugés sur les enquêtes, ça coûte rien de le faire et il y aura que du positif, je pense. Et voilà quoi. Et peut-être un dernier petit conseil par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on pouvait être aidé pour répondre en appelant ce numéro. Donc, si on a aussi cette inquiétude de pouvoir le faire, on peut être aidé. Donc, c'est intéressant. Ah, d'ailleurs, je vais vous redonner le numéro hein, avant de laisser la parole à chacun, parce que je pense que c'est important que vous, d'un point de vue personnel, vous fassiez ressortir ces différents éléments. Donc, le site internet, vous commencez à le connaître, hein, c'est le tiré de la touche 6, homer.org. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour justement remplir ce questionnaire, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 35 36 59 97. Alors, vous avez tout hein, sur le site Homer, mais je vais quand même le répéter. 06 35 36 59 97. Du coup, alors, je ne sais pas, Thibaut, Linda, pour compléter ce que disait Théo. De se lancer, tout simplement. On a besoin de données et si on veut faire évoluer les choses, malheureusement, pour attirer l'attention des pouvoirs publics, il faut que ce soit chiffré. Donc voilà, au moins, il y aura des statistiques et des choses qui en sortiront. Et ça peut faire une rétrospective pour la personne aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont diverses. Donc c'est très intéressant et je pense à titre personnel et au-delà de ça pour faire avancer les choses. Ouais, Thibaut? je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Linda et par Théo. Pour moi, c'est un acte à la fois citoyen et militant. Enfin, ça prend 1 heure, même pas. On peut le faire en plusieurs fois, comme l'a dit Théo. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de données, à part sur ce chiffre que vous évoquiez de 1,7 million, 1 million, presque 2 millions de déficients visuels, mais on ne connaît pas précisément la situation de vie de ces personnes. Quelles sont les difficultés rencontrées précisément, etc. Donc, c'est vraiment très important que, voilà, on puisse avoir de la matière, avoir des éléments tangibles et quantifiés. C'est-à-dire voilà, que les pouvoirs publics ne disent pas, ah ben là, vous êtes en train de nous parler d'un sujet qui concerne 5 personnes en France. Voilà, ou c'est un cas particulier. Non. Si on a des données tangibles et chiffrées, des retours qualitatifs, comme c'est l'objectif de l'étude Homer, puisqu'on est déjà à plus de 1000 répondants, je crois, si je me souviens bien, on en parlait l'autre jour. Ouais, tout à fait. Voilà. Et l'objectif, c'est d'en avoir plusieurs milliers. C'est solide, quoi. C'est vraiment, c'est plus des cas particuliers et c'est plus des situations extraordinaires. C'est vraiment le vrai ressenti, la vraie situation de vie de beaucoup de Français. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour aller au-delà de ce que vous dites, Thibaut, effectivement, c'est un acte citoyen d'une certaine manière. Et quelque part, on voit bien dans notre société, je pense qu'on a aussi des journalistes qui nous écoutent, enfin, actuellement là, sur le direct. Et les journalistes, ils peuvent justement se soutenir. C'est une cause ou quelque chose qui leur parle, qui leur semble intéressant, mais ils ont besoin aussi, pour que quelque chose soit médiatisé, il faut qu'il y ait un élan, il faut qu'on ait des éléments tangibles, effectivement qu'on puisse mettre le point sur quelque chose qui dysfonctionne dans notre société, ou au contraire quelque chose qui fonctionne bien. C'est pas forcément, ça peut être aussi bien sûr sur des aspects, mais il y a besoin de toute cette matière. Et on sait que quand quelque chose à un moment donné va être médiatisé, eh bien ça va aussi, par effet un petit peu de ruissellement, faire réfléchir différents acteurs publics, privés, etc., pour qu'eux-mêmes, donc on crée un effet entraînant. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais faire ma dernière relance pour Yvan, mais je ne sais pas s'il va pouvoir être avec nous. Mais sinon, Yvan sera avec nous la prochaine fois. Mais c'est tout à fait, c'est-à-dire que là, l'étude Homer va continuer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, donc dans les différentes régions. Donc, comme je vous le disais,
tout début de notre déjeuner, notre croque-au-mer. Vous avez tout l'été pour Rhône-Alpes, donc profitez-en, prenez vraiment le temps nécessaire pour le faire. Et puis dans les autres régions. Et l'idée, c'est que justement, on puisse, parce que derrière, il y a tout un consortium de recherche. Je profite pour citer notamment le laboratoire DIF, ou Gérard Usan sur Paris, qui travaille activement, des chercheurs qui vont analyser toutes ces données, qui vont sortir des résultats qui vont être très intéressants. Et je pense qu'en profitant de cette dynamique, sur les Jeux Olympiques de 2024. C'est maintenant qu'il faut qu'on vous entende et par l'intermédiaire de l'étude Homer, vous pouvez le faire et ensemble, on peut faire bouger, on peut faire évoluer les choses. Écoutez, on va bientôt arriver au terme de cette rencontre. Est-ce que Loïc, on a une question avant de rendre l'antenne? Oui. Alors allez-y, Loïc. Qui nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'étude et qui souhaiteraient savoir comment on peut communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Oui, alors tout à fait. Une très bonne. Alors c'est plutôt moi qui vais répondre dans un premier temps. L'étude, on essaye effectivement de la diffuser, alors que ce soit via Facebook, via les différents réseaux sociaux, des différentes associations, via les partenaires, parce qu'on a comme partenaire par exemple la GFIP, la CNAV, Optique 2000, toutes les associations qui sont membres du consortium, mais effectivement, si on veut toucher le grand public, et Céline, vous en faites partie, je ne sais pas d'ailleurs, mais je veux dire, vous questionnez par rapport à l'étude, il faut effectivement prendre contact avec nous et puis on peut vous diffuser des kits de communication. Sur le site de l'étude Homer, par exemple, vous avez tout un pan presse et partenaires. Vous pouvez télécharger des logos, vous pouvez télécharger des petits éléments ou des petits liens sur des vidéos, des choses de ce type-là. Et n'hésitez pas à le communiquer de cette manière-là. Et en fait, c'est ensemble. Je pense que chacun d'entre nous est un petit ambassadeur d'une certaine manière. Si vous en parlez à quelques personnes, ces quelques personnes vont en parler également. Et c'est ça qui va créer cette dynamique. Donc, on compte sur Céline et sur vous tous pour justement, vous êtes convaincus qu'il faut répondre à cette étude, et bien diffuser largement autour de cette étude. Et vous trouverez des éléments sur le site de l'étude étude Homer. Peut-être, je ne sais pas si Théo, Linda, vous souhaitez, ou Théo, rajouter des éléments? Non. Est-ce que, Loïc, est-ce qu'on a une autre question? Non. Donc, écoutez, en tout cas, on va… Alors, avant de conclure, est-ce que vous souhaitez rajouter un petit mot de la fin ou un élément qu'on n'aurait pas traité? Thibaut, Théo, Linda? Non, juste… Vas-y, Linda. Non, vas-y, je t'en prie, pour une fois. Non, je n'avais pas plus de… inciter les gens à en parler et peut-être à la compléter en plusieurs fois. Moi, je l'ai fait en plusieurs fois personnellement et c'est vrai que ça permet aussi de réfléchir aux questions. Et moi, je vois, c'est peut-être pas mal de le faire en plusieurs fois. Bon, très bien. Théo et Linda. Linda, d'accord, du coup. Oui, Linda. Vous remercier encore une fois pour cette invitation, pour cette initiative et ce sondage, et inviter les gens à remplir ce questionnaire et à le diffuser, soit du bouche à oreille, soit sur les réseaux sociaux, que ça prenne de l'ampleur. Bon, écoutez, en tout cas, on compte sur vous tous vous tous qui nous regardez, diffusez. Dès ce soir, on va s'en occuper. Vous aurez la rediffusion de ce premier croque-au-mer. On en fera d'autres. Et puis, Yvan, du coup, vous serez le bienvenu pour le prochain croque-au-mer. On essaiera de poursuivre ces différents échanges. Théo, peut-être un dernier petit mot. Et puis après, Non. Je pense que Thibaut et Linda ont bien dit les choses, donc je n'ai pas besoin de rajouter de superflu. Une bonne synthèse, en tout cas. Écoutez, parfait. En tout cas, je vous remercie vraiment. Ça a été vraiment chouette de faire votre connaissance.
Et puis, du coup, Yvan, je crois qu'Yvan vient de se connecter. Non, en fait, je suis connecté depuis le début, mais j'ai coupé le micro. Ouais. Alors, par contre, il y a beaucoup de bruit. Ce que je vous propose, Yvan, parce que c'est passionnant ce qu'on fait ensemble, on donne rendez-vous, parce que là, on conclut du coup notre émission. On se donne rendez-vous à la rentrée et on se refait un croque-omer avec vous, parce que je sais que vous avez plein de choses à nous raconter sur le CC-Foot et sur les Jeux Olympiques et sur tous ces sujets. Oui, ça marche. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je rejoins tous les camarades par rapport aux suggestions qui ont été dites, par rapport aussi au sondage. Je trouve qu'il est très pertinent et effectivement le relayer à d'autres personnes déficientes visuelles afin qu'elles puissent en prendre connaissance et peut-être aussi exprimer des souhaits, des envies. Et j'aurais quelques remarques à faire parce que je trouve que parfois sur le questionnaire, il y a parfois des questions fermées. Et voilà, je pense que sur certaines formulations, peut-être l'élargir sur certaines propositions de réponse. Mais il est très intéressant, c'est bien, c'est un point d'étape hyper intéressant. En tout cas, j'ai pris du plaisir à le remplir et compter sur moi avec la fédération. Il n'y a aucun souci pour d'autres implications. Eh ben, on fait ça effectivement, et là on était, vous savez, comme c'est aussi une étude de recherche, donc on affine au fur et à mesure les différentes choses, donc on prend en compte bien sûr tout ce que vous nous dites. Et puis donc Yvan, on se donne rendez-vous à la rentrée, on lancera les choses parce qu'on a plein de choses à raconter sur les Jeux Olympiques. On fait ça? Oui, effectivement. Donc je joue en CC-Foot en équipe de France notamment et au club de Saint-Mandé, et on prépare les Jeux qui auront lieu cet été là au Japon. Fin août et donc ça va être une grosse compétition et effectivement au plaisir d'en parler à la rentrée et puis de sensibiliser aussi parce qu'on aura plein de choses à se raconter, on va se prendre date. Rendez-vous donc à la rentrée, vous l'avez compris, c'est un effet un petit peu teaser avec Yvan pour le prochain croque-omer. Je vous souhaite bon appétit à tous et au plaisir de vous retrouver et puis l'été avec le beau temps, j'espère qu'il va bientôt arriver. Merci à vous tous, à bientôt. Merci. Merci Théo, merci. Bonne journée. Au revoir.